Salut Steph. Salut Max. Attends, c'est un red check là. Ah Pas ouais, du tout. attends, mais ça dépend, c'est pas grave. À l'ancienne Grave. ou New Generation. La poignée de main présidentielle. Bon, on est à Melbourne. C'est ton combienième toi? Ça fait beaucoup, hein. Depuis 2010, je suis venu toutes les années, sauf l'an dernier. Donc ça fait pas mal de fois que je viens. Et puis j'étais venu, ouais, je suis venu, première fois je suis venu en 2004. Donc j'ai joué 2004-2005 et après 2010. Donc j'ai fait beaucoup d'éditions. Ouais. Là, t'es en tant que coach. En tant que coach, c'est ton combienième? Coach, ouais, je suis venu un petit peu. Ouais, après, je suis venu plusieurs fois avec des joueuses en tant que. Je suis venu en sparring. Je suis venu une fois avec Anastasia Pavlyuchenkova en sparring avec Sam Sumik comme coach. Et je suis venu avec Vera Zvonareva une fois. J'étais sparring coach avec elle. Et je suis venu aussi, la dernière fois que j'étais venu, c'était avec Yulia Putintseva, où j'étais coach sparring aussi avec elle. Et j'avais aussi fait quelques jours, c'était pas prévu, mais j'avais fait aussi 5 jours d'entraînement avec Petra Marchenko. Avant qu'elle gagne l'Australian Open Junior. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc c'était 2022. Petra, qui a été numéro 1 mondial junior, qui fait partie de l'agence Edge. Là, t'es avec Hugo Grenier qui vient de se qualifier. Avant de parler de ces 3 matchs de qualif, une ou deux anecdotes, un ou deux souvenirs avec Sam Sumik en tant que sparring ou toi en tant que joueur en dehors sur l'enceinte du tennis ou en dehors dans la ville. Qu'est-ce qui te revient en particulier ici? Me rappelle, on discute un petit peu avec mon joueur, notamment là, du tournoi. Lui, des fois, il me dit, oui, je suis à l'hôtel, là, bon, il prend la navette pour venir, enfin, il appelle une voiture pour l'emmener au stade, et je dis, écoute, t'es pas si loin que ça du stade, hein, À la yacht? Non, il est pas à Layat. À Layat, là, et bon, Layat, c'est vraiment encore plus près, mais là, il est de l'autre côté de la ville, voilà, mais bon, il a une promenade sympa à faire au bord de la rivière. Il en a pour 25-30 minutes, on va dire. Et bon, bah, des fois, ça fait du bien aussi de marcher, relax, de prendre l'air, d'être un petit peu dans le vrai monde. Et je lui racontais que bah, moi, une année en 2011, je m'étais qualifié ici. Et je jouais contre Nicolas Almagro, qui était à l'époque, il était pas mal classé, il devait être tête de série dans les 15 premières têtes de série. Je crois il était tête de série 11. Bref, je joue contre lui et je dis, bah, tu le sais, je me suis qualifié. Et le matin, je suis parti tranquillement à pied de mon hôtel et je suis venu au stade à pied, j'ai longé la rivière et puis j'ai fait mon match, j'ai perdu en 4-7 et voilà, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc c'est assez marrant de se dire, oui, bon, voilà, c'est super, il y a les voitures et tout. Mais bon, allez venir au stade en marchant. Et c'est ça un petit peu la particularité de ce Grand Chelem qui est assez incroyable pour ça, c'est qu'il est en pleine ville et qui est hyper accessible. Bon, à Paris, c'est aussi possible de faire ça si on reste à l'hôtel juste à côté de Roland Garros, mais à New York et à Wimbledon, à part si on reste vraiment à côté du stade, mais sinon, si on va dans les endroits habituels pour se loger, c'est pas possible. En allant à l'autre bout de la ville, il y a la plage où il y a un peu de vent, il y a souvent des kitesurf et tout, Saint-Kilda. Tu me disais que c'était peut-être ton coin préféré à Melbourne. Des souvenirs là-bas, un truc en particulier? Bah, j'en discutais, là j'ai des amis qui sont arrivés ici, elles me demandaient un petit peu ce qu'il y avait à faire, elles voulaient voir un petit peu de vie sauvage. À Saint-Kilda, il y a un truc quand même qui est assez marrant à faire, c'est la marche des pingouins le soir, hein. Les soirs, les pingouins ils reviennent à la maison. Et donc bah, voilà, c'est tous les soirs, hein, on peut aller voir les pingouins si on veut. Bon, c'est pas trop dur de trouver le spot parce qu'il y a beaucoup de monde qui va. Et puis parfois, il y a quelques personnes qui sont là aussi pour aider les gens à aller voir. Donc c'est assez marrant, ça, c'est assez sympa, hein. Ouais, la zone de Saint-Kilda, ouais, elle est sympa, hein. Bon. Ici, la particularité, c'est que c'est pas on n'est pas sur l'océan, hein. C'est comme si c'était un petit lac à l'intérieur. Donc, c'est pas l'ouverture sur l'océan à l'état sauvage, comme à Sydney, où là, il y a vraiment beaucoup plus de vagues. Ici, c'est bon, ouais, c'est comme si c'était un lac. Mais bon, il y a des zones qui sont très, très confortables. Là, sur la baie, bon, j'ai bien arpenté toute la zone et c'est vrai que c'est hyper agréable, hein. Après, partir sur la côte, par là, on va vers Brighton. Il y a vraiment des endroits qui sont exceptionnels. Ils font penser un petit peu à la Côte d'Azur, d'ailleurs, hein. Et sinon, Le guide du routard est lancé. oui, oui, oui. Et après, sinon, ce qui était aussi qui est assez amusant, c'est que là, bah, il y a le port, hein, à Saint-Kilda, il y a le port qui est juste à côté. Et il y a le bateau, fameux bateau qui part pour la Tasmanie, notamment, que j'ai déjà pris une fois ou deux. Hein, une fois, j'y allais en avion, hop, et je revenais en bateau. Pour me faire un petit peu, me rappeler aussi les souvenirs de traverser de Manche avec le ferry. Énorme. T'as fait la bringue un peu à Melbourne? Non, non, moi je suis pas vraiment un fêtard, hein, donc c'est pas trop. La nuit, j'essaye de dormir pour être en forme le lendemain. Alors, Hugo est qualifié en ayant battu
2 Français, il me semble, au qualif, dont Giovanni Mpecci Perica. Et avant, je me souviens plus, redis-moi. Il a battu le franco-américain. Ah oui, Maxime Cressy. Donc 2 gros serveurs, des matchs un peu traquenards. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes rapprochés? Vous avez commencé de bosser ensemble en septembre dernier. Et qu'est-ce que tu sens que tu lui apportes? Comment vous vivez l'association? Il m'avait déjà contacté, en fait, il m'a contacté plusieurs fois dans les années passées déjà. Et c'est cette année vraiment il m'a demandé vraiment de le suivre. Donc on a commencé à travailler. Il m'a contacté au mois de juillet et moi j'ai pu me libérer à la mi-septembre. Donc on a commencé à travailler depuis la mi-septembre. Et bon, je suis beaucoup en tournoi, hein. Bon, après, la particularité, c'est que je suis pas vraiment un coach tennis. Moi, je suis pas coach tennis réellement, hein. C'est quoi? Je suis pas diplômé, donc voilà. Bon, après ça, les diplômes, bon, c'est pas trop mon souci. Mais moi, j'interviens plus dans le domaine psychologique, hein. Là, je suis diplômé en psychologie, en PNL notamment. Donc, j'ai bon, j'ai quelques petites armes théoriques, on va dire. J'avais fait beaucoup de pratiques, hein. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec Ronan Lafay. Pas mental. On était braqué aussi là-dessus, hein. Bon, il y avait de la prépa mentale notamment, mais il n'y a pas que ça. Bon, bref, on a travaillé, on a travaillé dans toutes les directions. Mais moi, c'était ça dont j'avais le plus besoin pour franchir le cap, pour aller notamment dans les 100 meilleurs mondiaux. Ouais. Donc le travail, voilà, je l'ai fait. Et bon, j'ai beaucoup creusé les questions, hein. J'ai eu du temps, hein. J'ai quand même eu une carrière, on va dire, assez longue. Je me suis donné beaucoup de temps. Et ça m'a permis aussi, voilà, quand je vois l'évolution entre 20 et 30 ans et entre 30 et 40, finalement, c'est quand j'ai commencé à avoir du recul et à comprendre un petit peu mieux comment je fonctionnais que j'ai réussi à vraiment assembler toutes les pièces du puzzle et avoir une meilleure régularité, même si j'étais toujours quand même en dents de scie, mais globalement, j'ai eu plus de régularité clairement sur la période après mes 30 ans. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience de ce côté-là. Et en fait, moi, c'est là que je suis là pour ça, pour Hugo, pour lui faire gagner du temps, pour connaître un petit peu tous les pièges de la compétition. J'apprends à le connaître aussi, hein. Ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble. Et donc, j'apprends à le suivre en tournoi, à voir comment il vit en compétition. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le tennis, évidemment, mais il y a tous les à côté. Voilà, comment tu vis sur le circuit, tous les à côté. Et c'est des choses qui sont aussi importantes, qui ne sont pas négligées. Est-ce que tu auras un exemple ou deux concrets voilà, sur le côté un peu psychologique de ce que tu as pu lui apporter, sans rentrer trop dans l'intime pour pas voilà, dévoiler tout ça, mais pour nous faire comprendre en fait? Ouais, après, on est tous différents, on a tous une approche différente et c'est pour ça qu'il il faut passer du temps, pour connaître la personne, savoir ce qui le motive, ce qui lui fait du bien, dans quelles conditions en fait il est performant. Ouais. Et c'est marrant, et on est tous différents par rapport à ça. Par exemple, là, il a joué son match contre Maxime Cressy et c'était assez amusant parce que le match d'à côté qui se jouait, il a joué ses 2 premiers tours à chaque fois à côté de Giovanni Mpecci. Et sur ces 2 premiers tours, Giovanni, il avait un monde derrière lui, c'était hallucinant. Il y avait une ambiance de dingue. Beaucoup de Français, a priori, qui étaient là, qui l'encourageaient. Et quand Giovanni a gagné son 2e match, Hugo, il finissait son match contre Maxime. Et tous les Français sont venus sur le terrain, ils étaient juste à côté, ils sont tous venus sur le terrain pour encourager Hugo. Ils ne savaient pas que Maxime était franco-américain, ils voyaient peut-être le drapeau américain, bref. Et donc tout le monde était derrière Hugo, et là Hugo, ça l'a transcendé. Hein, j'ai vu qu'il était comme un dingue, il adore quand il y a du monde, quand il y a du public qui est derrière lui à fond. Ouais. Moi, c'est un truc que j'étais pas forcément hyper fan de tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui pouvait me poser des problèmes de gestion émotionnelle. Ouais, tu aimais bien jouer sur le court 20 à la campagne. Moi, j'aimais bien jouer tranquille, et bon, bref. Je savais que je pouvais des fois dégoupiller et donc, bref, plus j'étais tranquille et mieux c'était. Je ne cherchais pas vraiment à faire des commandes, provoquer des émotions. Ouais. Donc j'étais un petit peu. Et lui, de ce côté-là, voilà, lui par contre, ça le transcende. Donc c'est intéressant. Et là, c'était assez marrant ce passage-là où finalement, et ça, c'est des choses que je ne sais pas forcément. Et je l'avais prévenu. Enfin, je l'ai prévenu. Non, j'étais surpris par rapport à hier parce que hier, je me suis dit, c'est bizarre. Tout le monde est derrière Giovanni
Et je lui dis, peut-être que sur le match que tu vas jouer contre lui, peut-être qu'il y a plein de Français qui vont venir et qui vont être derrière lui. Parce que c'est un jeune, parce que voilà, c'est quelqu'un potentiellement qui peut venir très très fort. Ouais. Et donc, les gens, ils aiment bien aussi voir les jeunes qui arrivent sur le circuit. Comme ça, ils sont là. Et en plus, en qualification, on les voit de très très près. Lui, il a un jeu avec son service qui est quand même incroyable. Bref. Et donc, je me suis dit, j'ai préparé, j'ai dit, écoute, fais attention parce que demain, attention. Ça n'a aucune logique. Encore une fois, tu joues un match. Les gens, ils peuvent être pour lui, pour toi. C'est pas toi qui décides de tout ça. Donc ça, déjà, c'est pas entre tes mains. Donc commence pas un petit peu. Ça me fait penser un petit peu à Djoko aussi, qui voudrait être aimé de tout le monde. Non, malheureusement, tu peux pas être aimé de tout le monde parce qu'on a tous des goûts différents. Et il y a des joueurs pour lesquels on va avoir un attrait et sentir que voilà, on se sent plus proche. Et voilà, il n'y a pas à chercher à comprendre plus loin que ça. C'est pas on te déteste ou quoi que ce soit. Non, c'est rien contre toi. C'est que c'est comme ça. Et comme un homme averti en vaut deux, il était prêt Oui. et tu sens que ça l'a aidé, quoi. Non, mais alors ça c'était marrant, mais au final hier il y avait personne. Il y a pas eu de, il y a eu personne. Non, il y avait personne. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas les raisons. Pourquoi? Si c'est parce qu'il y avait un duel franco-français et que finalement les gens ont voulu rester neutres et ils sont restés tranquilles. Mais bon, ils jouaient sur un court beaucoup plus petit aussi. Donc au final, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait une ambiance de folie. Okay. Mais bon, voilà. Mais de temps en temps, en amont, je prépare un petit peu le terrain pour dire ok. Quelles sont les situations problématiques qui peuvent arriver pendant le match. Voilà. Et donc c'est en ça, voilà, notamment, ça c'est un petit détail. Puis il y en a d'autres. Hein, voilà. Qu'est-ce qui peut déranger le joueur? Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Voilà. Et préparer ces situations-là pour se dire allez, on est prêt, je ne suis pas surpris. Parce que quand on est surpris, forcément, ça peut créer de l'émotion. Là, si on prépare tout ça, il y a moins d'émotion, donc c'est plus facile à gérer. Et là, un truc qui est facile c'est sur ce tournoi qui est super, c'est l'arbitrage électronique, où là, il n'y a aucune perte d'énergie à ce niveau-là. Et ça, pour Hugo, c'est une grande aide aussi parce que ça lui permet d'être assez serein par rapport à ça. Parce que souvent, quand il est avec des juges de ligne normaux, de temps en temps, il peut un petit peu s'énerver par rapport à ça. Bon, là, il fait confiance à peu près à l'ordinateur. Voilà, comme ça, il ne s'énerve pas trop. Puis en même temps, il ne peut pas dire grand-chose. Premier tour, il avait pris qui déjà? Il avait joué Marc Lajal. Ah ouais, déjà aussi grosse perf. Ouais. On était qu'avec des Français parce que Marc s'entraîne dans l'académie Mouratoglou et il parle très bien français, il parle couramment français. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir joué que des gens qui parlaient français. L'année dernière, il a fait son entrée dans le top 100, donc il a le potentiel pour aller encore plus haut évidemment. Là, il est un petit peu redescendu. Se qualifier comme ça en début d'année pour un tableau final, est-ce que ça fait une grosse diff déjà sur le prize et puis sur la confiance pour la suite? Toi, comment t'envisages ça? Ouais, le but du jeu, c'est d'être efficace et d'être performant sur un maximum de tournois. En regardant un petit peu ses résultats sur les années passées, on voit que c'est un joueur de coups, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait quelques coups, et l'an dernier notamment, il a bien joué à Madrid. Il a bien joué sur quelques challengers, il a gagné 2 challengers en Espagne. Mais il n'a pas une grosse régularité, donc c'est un petit peu ce qui lui manque pour aller dans le top 100. Alors cette année, ils ont changé un petit peu les points dans les challengers. Donc j'ai pas regardé exactement l'impact que ça a, mais c'est vrai que ça peut rendre l'accès au top 100 encore plus compliqué en restant sur les challengers. Donc il va peut-être falloir revoir un petit peu la programmation pour soit il est très efficace en challenger, mais a priori il faut faire vraiment victoires finales, ce qui ne change pas grand-chose globalement. Mais c'est vrai qu'un joueur qui va faire des quarts demi-régulières, il ne va pas être payé autant mais au final ça ne change pas grand-chose parce que globalement il faut toujours faire finale ou vainqueur sur les tournois pour pouvoir passer le cran au-dessus. Que ce soit challenger, top sur le grand circuit ou futur pour passer en challenger. Globalement, voilà, si on va en finale, les tournois, c'est déjà bien, et encore mieux de les gagner évidemment. Mais donc gagner en régularité, ça c'est la première chose. Et donc là, oui, en effet, quand on commence une nouvelle association, on a commencé, il n'a pas eu des résultats exceptionnels. Il a fait une finale sur un challenger au mois d'octobre. Mais sinon, il n'a pas fait des super résultats. Donc là, on a fait une préparation intéressante. Lui, il s'entraîne donc entre l'académie Mouratoglou et l'académie All In. Donc on est un petit peu entre les deux. Il a sa préparation physique. Moi, j'étais pas forcément tout le temps. Enfin, je suis pas beaucoup avec lui. Moi, je suis surtout avec lui quand il est à l'étranger. Donc, je suis le coach accompagnement tournoi. Et donc traveling coach. Ouais, je suis le traveling coach, beaucoup. Bon, je garde mon rôle de baroudeur. Je sais pas si je vais faire ça encore très longtemps, mais ah ouais. Non, mais on va voir. Mais bon, il y a un moment aussi. T'as quel âge là?
Moi, j'ai 43. D'accord. Hein, mais bon, bah, ça m'intéresse. Hein, j'ai la passion pour faire tout ça. Mais bon, il y a peut-être un moment aussi, on va mettre le frein. Donc, bref, en tout cas, là, j'adore encore voyager. Ouais. Et donc, je le fais encore avec plaisir, avec passion. Et donc, bah voilà, on a travaillé. Bon, je travaille aussi beaucoup l'aspect psychologique. Hein, on fait de la psychologie aussi à distance, pas mal. Et donc là, bah, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu vois, la semaine dernière, il a perdu au premier tour à Nouméa. Il a joué dans des conditions difficiles, très très chaud. C'était vraiment le traquenard. Hein. Il était à la limite de l'insolation, je pense. Hein. Il a pris un coup sur la tête. Il était vraiment, il s'est donné à fond, mais malheureusement, il n'a pas assez d'énergie. Et il s'est fait cueillir au premier tour. Il perd contre un joueur 670. Donc ça fait, c'est quand même pas facile. Mais bon, au final, bah, on a continué à travailler. Ce que je disais, on continue à travailler tranquillement, comme si de rien n'était. Et c'est ça la vie du circuit. Hein. Bon, bah, le tennis, c'est comme ça. Hein. C'est comme au foot. Il y a des matchs toutes les semaines, donc il y a des tournois. Et on a continué à travailler. Cette semaine, voilà, tout s'est bien passé. Et donc, bah, ça, c'est bon pour la confiance parce que bah, ça valide aussi un petit peu le travail qu'on a fait. Son retour par rapport à moi sur les aspects sur lesquels je le guide, bah, il voit que c'est efficace, que ça paye. Et donc, bah, vrai, c'est toujours sympa d'avoir des résultats le plus vite possible parce que bah, c'est quand même ça qui permet de valider les choses. Hein. Après, le but du jeu, bah, c'est de construire, de savoir où on en est, de rien laisser au hasard. Et lui, c'est vraiment d'être vraiment un vrai pro pour que dans tous les niveaux, hein, que ce soit dans son échauffement, dans ses décisions pendant le match et tout l'après-match, dans sa récupération, tout ça, de rien laisser au hasard. Bon, bah voilà, on s'inspire un petit peu de tout ce qui se fait de mieux au top niveau et voilà, on sait que voilà, c'est pas de la chance hein, d'arriver au top niveau. Il a la chance aussi de travailler dans son équipe et notamment en préparation physique avec l'équipe de Daniil Medvedev. D'accord. Donc on est quand même au contact et il connaît Daniil depuis très longtemps. Il voit comment ça travaille. Bon, voilà, il a des très très beaux exemples devant lui de réussite et de voir comment ça travaille, la conviction, la détermination qu'il faut avoir dans son projet. Et je pense que là, il arrive au carrefour de voilà. Maintenant, il faut qu'il lâche tout pour vraiment exploiter tout son potentiel. T'es allé voir les Rémentins un peu à Nouméa ou pas? Pas trop, non, parce que c'est un petit peu dangereux là en ce moment. Hein. Ils ont des attaques de requins, donc il y a un Australien qui s'est fait manger l'an dernier sur la plage juste à côté de l'hôtel. Donc bon, ils ont rouvert la baignade, mais avec des protections. Hein. Ils ont mis des filets. D'accord. Ils ont sur une plage principale. On a fait une grosse sortie qui était exceptionnelle. Hein. Ah ouais. Peut-être, je pense que c'est dans mon top 10. Quand même. On est allé à Ouvéa, c'est une petite île qui est à 40 minutes en avion de Nouméa. Ouais. Et bah là, c'est un paradis. Hein. C'est une bande de terre qui doit faire 15 km de long, avec une plage exceptionnelle, enfin des endroits exceptionnels. Et là, on a vu un petit requin. Magnifique. Et c'est quoi? C'est un hydravion ou c'est un petit avion? Non, c'est un avion, 70 personnes. Alors, le type d'avion, j'en discutais avec un des pilotes, mais je ne me rappelle plus exactement, mais c'est des petits avions, 70 personnes à peu près, 70-80. Et donc, on a été à un endroit qui était vraiment exceptionnel. Et en sortant de l'eau, on était avec un pêcheur local, et il nous a montré, on n'avait pas fait attention, et il dit un requin. Bon, petit requin, pas plus d'1 mètre de long. Il y avait, à cet endroit-là, il y avait 50 cm d'eau. Donc ceux-là, ils sont inoffensifs, mais voilà, hein, ils sont jamais bien loin. Vous avez mangé de la langouste un peu? Non, on a mangé du poisson. On a mangé du poisson ce midi-là, mais je sais pas ce qu'on a mangé exactement. On a mangé le poisson local et c'était une belle journée. C'était une belle journée, vraiment. C'était vraiment génial. On s'est fait promener je connaissais pas cet endroit-là, et en fait, il y a un petit aéroport. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation sur place. On peut avoir des voitures éventuellement. Et finalement, nous, on n'avait rien du tout. J'ai essayé de voir si on ne pouvait pas prendre un bus ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, on a fait à la locale, c'était du pouce-pouce. Et en fait, on n'a même pas fait de stop parce qu'on marchait. Ouais. Et en fait, les gens s'arrêtent. Donc on est parti, on montait sur les pick-up Ouais. avec la famille. Alors il y a des tribus. Donc à un moment, on était au bord de la plage. On a marché 3 km sur la plage. Et puis après, il faisait un peu chaud. On a dit, allez, on va faire autrement. Et on s'est retrouvés. Il y a une famille. Ils nous ont dit, vous voulez qu'on vous dépose, on rentre chez nous, là, on fait 3 km. Ah, ok, super. Et en 15 minutes, on s'est retrouvés exactement au spot où on voulait aller, qui était avec une eau incroyable. Et c'était génial. Ouais. En gros, on n'a rien calculé et on a une journée exceptionnelle. Tu vas nous le transformer en routard, l'ami Hugo Grenier, là.
Non, mais c'est génial de voir quand on lâche prise et qu'on se laisse aller, qu'on n'a rien prévu. Des fois, souvent, il se passe des choses. Bon, moi, je connais ça parce que j'ai vécu dans pas mal d'endroits. Mais c'est vrai que là, de le faire avec lui, c'était assez marrant. Parce que j'ai un moment, je lui ai dit, je l'avais prévu, j'ai dit, écoute, tu sais, là, aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios. Et il y a le scénario où on n'a pas de solution, on part à pied. Et on est parti comme ça. Et c'était le scénario, je lui ai dit, c'est un peu le scénario catastrophe, celui-là, parce que il y avait beaucoup de marches à faire. Et donc, ouais, c'était pas gagné. Et bon, ça a été génial, un très très bon souvenir. J'adore. Juste avant de démarrer l'interview, tu me disais, quand on est dans l'élite, quand on côtoie l'élite comme ça, au plus haut niveau, c'est pas forcément un milieu qui paye, c'est pas là où on fait le plus d'argent, en tant que coach en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup l'envers du décor, à combien peut prétendre un coach et comment ça marche pour les gens qui connaissent pas trop, tu vois? Après, il y a différentes options, mais c'est vrai que comment les coachs, les coachs qui travaillent sur le circuit, il y a ceux qui travaillent avec des très grands joueurs. Donc là, a priori, bon, ils sont souvent des contrats. Euh, il y a des agents qui sont derrière aussi tout ça. Donc, bon, bref, il y a une industrie du tennis derrière tout ça. Bon, il y a des gros joueurs qui attirent le prize money par les tournois, évidemment, mais aussi, surtout, par le sponsoring. Hein, bon, les chiffres, tu les connais. Quand tu voyais un joueur comme Federer qui gagne son prize money tennis, en fait, ça représente 15-20% de ce qu'il gagne dans l'année. Voilà, c'est la petite partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, mais bon, ça concerne pas beaucoup de joueurs. Hein. Ça concerne, on va dire, peut-être allez, 4-5 joueuses et une dizaine, quinzaine de joueurs peut-être, et encore peut-être moins. Donc encore une fois, bon bref, il y a une très très grosse élite. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de casser un petit peu dans le tennis maintenant, à essayer de redistribuer un petit peu plus les richesses, notamment sur les tournois du Grand Chelem, hein, où ils essayent de répartir un peu plus les prix, hein. Notamment maintenant en qualification. Hein. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis venu en Australie, si je perdais au premier tour, je crois que je gagnais 1600 euros. Ah, c'est que dalle, c'est incroyable. Donc en Maintenant, c'est 2004, 17 j'étais en 2004, hein, donc 1600 euros. Bon, voilà, maintenant on est à 17 000 euros. dollars australiens. 17 000 Bon, dollars on doit être à australiens. 12-13 000 Ouais, euros. je pense que c'est plus. Enfin, moi, Marc, je me rends pas compte, j'ai pas regardé les prize money exactement. Mais bon, globalement, il y a beaucoup plus. Et tant mieux pour les joueurs parce que ça leur permet déjà de gagner leur vie. Euh, 1600 balles à l'époque. ouais, Incroyable. et puis bon, tu discutes avec les générations. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je discutais avec d'autres anciens joueurs. Ils me disaient, voilà, on gagnait 300 euros il y a encore 15-20 ans plus tôt. Hein. Il y avait l'avion à prendre, toutes Voilà, les charges, c'est hallucinant. bref, là, honnêtement, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de monde qui venait, parce que même en jouant le tableau, là c'était les qualifs, mais même en jouant le tableau, si tu perdais, tu étais perdant quasiment. Donc voilà, donc là maintenant, ça a complètement changé la donne à ce niveau-là. Donc et tant mieux, hein, vraiment les grands chelems, c'est un petit peu l'assurance, un petit peu la banque de tous les joueurs et les joueuses qui jouent ces qualifs. Hein. C'est vraiment génial. Ça leur permet de financer un petit peu leur saison. Et, euh, et donc après, ça leur permet aussi de payer leurs coachs s'ils ont envie d'avoir des coachs. Et dans le coaching, après il y a plusieurs choses. Bon, on va dire que tous ceux qui sont en qualif, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer des coachs régulièrement. Donc il y en a qui prennent des semaines, qui prennent des coachs à la semaine. Après, tout dépend des tarifs des coachs. Hein. Il y a des coachs qui vont être payés. Je ne sais pas trop combien ça passe. Les premiers coachs, peut-être 750 euros la semaine. Puis ça monte. Après, les meilleurs, ils prennent 5 000 euros la semaine, peut-être. 10 000 euros la semaine pour ceux qui sont très, très forts. Voilà, après, tout dépend un petit peu de l'expérience, de son CV pour se vendre. Hein. Après, c'est l'accès du business. Et puis après, les agents qui sont là. Forcément, quand tu as des résultats, forcément, certainement, le téléphone doit sonner un peu plus. Et voilà, après, on voit beaucoup de coachs qui tournent. Hein. C'est un petit peu le turnover chaque année. Et bon, c'est jamais simple de trouver des structures stables. Hein. Bref, ça dépend un petit peu de qu'est-ce que va rechercher le joueur. Il y a des joueurs, des joueuses qui sont hyper instables et qui veulent changer. Hein, je vois des exemples de joueuses, notamment une joueuse américaine, je vois quasiment changer son staff tous les ans, mais qu'elle fasse une bonne saison ou pas, ça change. Bref, voilà, ça. Ouais, mais bon, c'est même pas ça vire, c'est que ça change, ça a envie de changer parce que ça a envie d'entendre un autre discours. Et puis si ça marche, tant mieux. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver. En fait, en gros, faut arriver à être efficace et que ce soit viable financièrement. Hein, donc, et c'est une équation qui est quand même dure à trouver. Hein, donc, J'entendais Wim Fissette, coach belge, qui prenait 500 000 l'année pour coacher une chinoise, mais parce que derrière, il y a la fédé chinoise qui
avoine. Ouais. Les coachs dans le foot qui prennent entre, pour certains, 50 jusqu'à 200, 300 000 par mois. Toi, tu disais, si tu n'as pas la passion intacte pour ce milieu-là, c'est pas là où tu vas vraiment faire de l'argent, quoi. Tu confirmes? Ah oui, non, En non. tant que coach, en tout cas. Après, encore une fois, il faut. Moi, si je pars de mon exemple, j'étais un bon joueur de tennis, j'étais 50e mondial. Maintenant, moi, je dois faire mes preuves en tant que coach, notamment. Donc, on va dire que je suis un coach débutant. Et donc, à partir du moment où j'aurai un CV de coach intéressant, peut-être que je pourrais monnayer un peu plus. Si l'argent, c'est ma motivation. Bon, on est quand même là aussi pour gagner de l'argent, pour gagner notre vie. Moi, j'en fais pas une affaire, voilà, de vie, de mort. J'ai gagné de l'argent aussi en tant que joueur, donc je suis pas à plaindre. Et je suis là surtout pour la passion et aussi pour, bon, bah là, notamment Hugo qui m'appelle. Avant qu'on ait une relation de coach et de joueur, on est amis avant tout. Et ça commence à son importance aussi. C'est-à-dire que moi, je suis là pour l'aider quoi qu'il arrive, il le sait. Et donc, bon, je ne vais pas dire que les dés sont pipés, parce que si je ne suis pas son ami, peut-être qu'il ne m'appelle pas. Donc, bref, tout ça, ça fait que bah, y a des relations différentes qui se créent sur le. Il y a vraiment des trucs qui sont strictement pro. Quand il y a un agent qui va appeler, qui a une demande d'un joueur qui recherche un coach, l'agent, lui, il va regarder un petit peu toutes ses relations, qu'est-ce qu'il a, qui il a disponible, il va regarder un petit peu qui est disponible autour de lui, quelles sont les meilleures options, avoir une idée des prix. Bref. Et là, c'est strictement professionnel, business, business, business. C'est rare quand même les agents qui vont chercher les. C'est vraiment pour les top, 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 quoi. Oui, 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 bien sûr. 80, même 90% du circuit, Ah oui, bien c'est le sûr. joueur qui, Oui, qui rencontre comme ça oui, à oui. la gare, Mais, à l'aéroport. mais Coucou, t'es bon, libre. en gros, je préfère que quand il y a un peu de relationnel aussi et que voilà, qu'il y ait une demande vraiment. En fait, en gros, c'est ça comment c'est qu'il faut que ce soit vraiment une demande précise du joueur, qui sache, allez, ok, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, ce qui est pas facile parce que des fois, quand on est jeune, bon, bah, les jeunes, ils savent pas forcément comment. Et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être bien entourés aussi, de savoir que des fois, il y a des choix qui doivent être faits à leur place, mais à la fin, au bout du compte, le joueur ou la joueuse, il est le chef de son entreprise et c'est à lui de monter son équipe. Quand il a les moyens de monter une équipe, voilà, c'est à lui de trouver les meilleures personnes. Et c'est vrai que c'est difficile de déléguer, de dire donner ça à un agent. L'agent, bon, il n'a pas forcément la compétence non plus pour trouver les coachs. L'agent, lui, à la base, il est là pour faire de l'argent. Donc, de ramener des contrats aux joueurs et lui prendre sa part. Donc, c'est ça. Et des fois, après, bon, bah, il étend sa compétence. Ah, ok, je pense que je suis capable de trouver un bon coach. Mais là, on n'est pas sûr de s'il a vraiment la compétence de tout ça. Donc, bref, c'est pour ça que voilà, et bon, des fois il y a un petit peu de petit bonheur la chance aussi. Il y a des bonnes connexions, et des connexions, des fois ça passe pas. Hein, on a déjà vu des grands coachs qui travaillent avec des bons joueurs, de bonnes joueuses, et bah, ça colle pas. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut essayer. Et si ça colle, bah, tant mieux, il faut continuer. Puis si ça colle pas, bah, il faut pas continuer. T'es parti sur combien de semaines cette année? J'ai pas de limite au niveau des semaines, mais on va faire le maximum. Moi, le but du jeu, c'est de le mettre en autonomie. Donc, à la base, j'ai pas, bah, le mettre en autonomie le plus possible pour qu'il se débrouille. Mon intérêt à moi, c'est pas d'être tout le temps sur le circuit, voilà, pour essayer de me dire, allez, il faut que je fasse un maximum de semaines, que je gagne le plus possible. Non, non. Le but du jeu, c'est qu'il se mette en autonomie et que de temps en temps, qu'il soit capable de partir tout seul ou qu'il parte aussi avec des amis qui vont différemment, mais voilà, qui comprennent que finalement, une fois qu'il va comprendre vraiment de quoi il a besoin, eh ben, il va pouvoir aussi partir de temps en temps tout seul. Et c'est bien aussi d'arriver à se gérer. Après, voilà, encore une fois, après, c'est aussi de quoi tu as besoin. Et parfois, bah, beaucoup de joueurs, hein, c'est vrai que c'est dur d'être tout seul tout le temps. Et donc, les joueurs et les joueuses ont besoin d'avoir du soutien, la famille, les coachs, des amis, voilà. Bon, bref, trouver la bonne formule pour que ça se passe au mieux. Mais bon, le coach n'est pas indispensable non plus tout le temps, tout le temps. Hein. Tu fais quoi, toi, les semaines où t'es pas sur le circuit? Ah bah après, je vais me ressourcer. Hein. Je pars dans la nature, notamment. C'est une des choses que j'adore faire. Ouais. Je m'amuse à me promener un petit peu partout, notamment dans les montagnes. Hein. Cet été, j'ai fait le GR20. C'était une expérience En exceptionnelle. Corse? J'ai fait la traversée en 7 jours. Et Ah oui, tu l'as poncé, t'as fait des doubles étapes, quoi. j'ai fait que de la double et une triple. Donc bah voilà, c'était intense, mais bon, voilà, c'est des moments où je fais quelque chose qui me sort complètement du tennis.
qui fait beaucoup de bien, hein. Bon, bref, il faut faire ce qui nous plaît, hein. Et moi, je fais ce qui me plaît. Voilà, je sais là où est mon bonheur. Tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé. Ouais. Je m'étais bien préparé et ça a été une super aventure. Énorme. Dernière question. On a une connaissance en commun, Daniel Sacha, alias Dan Sach, cofondateur de Edge. Bisous Dan, si tu nous écoutes. Je crois que tu as gagné les championnats par équipe avec lui là pour Beaumont, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter que vous étiez en Turquie? C'est une équipe plus de 35, non? Explique-nous un peu du coup combien tu joues encore. Est-ce que ça te démange parfois? Et comment du coup c'est quoi cette aventure là que vous venez de vivre ensemble? Ouais, on a gagné plusieurs fois le championnat suisse avec le club. Et cette année, Suisse Tennis a proposé qu'on participe au championnat d'Europe. Ok. Et donc, on a fait ça. C'était donc au mois de novembre, première semaine de novembre, on a joué. C'était un format 3 simples, 2 doubles. C'est où? C'était à Antalya. C'est là où se jouent les tournois, hein, comment les tournois futurs, là, toutes les semaines. Là, donc sur le site, hein, où il y a une académie aussi de tennis. D'ailleurs, on a joué sur le site de l'académie, hein. D'accord. Et donc, on a gagné nos matchs, hein. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 clubs, 2 clubs anglais et le reste, c'était des clubs turcs. Il y a des joueurs pros? Il n'y a pas de joueurs pro. En fait, c'était assez marrant, mais il y avait plusieurs catégories. Il y avait les plus de 30, plus de 35, plus de 40, plus de 45, plus de 50. Et en fait, dans chaque catégorie, il y avait une équipe très très forte. Ok. Mais voilà, mais il n'y avait pas une vraie concurrence. Donc, qui les mecs un peu connus dans toutes les catégories? Il y avait, alors c'est en plus de 45 ou plus de 40 qu'il y avait une équipe avec vraiment les anciens. Donc il y avait Stéphane Koubek, qui a été 25, 30e mondial. Et après, il y avait les anciens joueurs de double aussi qui ont été dans le top 10. Il y avait Franti Cermak, qui a été top 10. Pas vu de la semaine. Et Bodan Ulirac aussi, qui a été 30, dans les 30 mondiaux à peu près, hein. Donc ça faisait quand même une grosse équipe. Il jouait pour un club autrichien. Et il y avait une équipe anglaise aussi, en plus de 30 ans, avec un ancien qui a dû être 250e mondial, Alexander Ward, et puis 2 autres joueurs anglais qui avaient eu des points ATP, donc ils avaient vraiment une grosse équipe. Donc voilà, c'était un petit peu déséquilibré les rencontres, mais Daniel Sacha a porté sa pierre à l'édifice en ramenant un point ou deux en double. Donc Mythique. il a été capitaine joueur efficace. C'est fort. Vous êtes régalé, ça a rigolé un peu? Oui, après c'est festif aussi, hein. C'est pour ça, là, l'endroit fait qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait quand même beaucoup d'équipes, de clubs, c'est mix, donc c'était une très très bonne ambiance et c'est festif, hein. C'est vrai que nous, c'était la première fois qu'on le faisait. Il y a des clubs qui sont là depuis 10 ans. Avant, ça se jouait en Espagne, ça se jouait dans le club de la Manga. Cette année, ils ont signé 3 ans à Antalya. Et après, ils se promènent dans des endroits qui sont quand même assez agréables. Jouer au tennis à Antalya au mois de novembre, c'est super. Il fait super bon. On est au bord de l'eau. Ça fait un peu tennis vacances. Donc, Et qui d'autre dans l'équipe? donc dans l'équipe, on est en numéro 1, on a Laurent Rochette. Donc, qui était 200e mondial. Moi, j'ai joué donc en numéro 2. Et ensuite, on avait normalement, on a George Bastel, hein, qui a été 70e mondial, 80 mondial. On a Olivier Charouin, hein, qui a été 500e mondial en simple et 80 en double. Mais bon, eux, ils n'ont pas joué, ils n'étaient pas disponibles sur cette semaine-là. Et après, donc, on avait d'autres joueurs. On avait Julien Chatelan et Thomas Costro. C'est des joueurs un petit peu moins costauds, mais bon, qui ont un niveau. Thomas, il est 2,6 en France. Et Julien, il joue pareil. Il a joué négatif. Maintenant, il doit jouer. Il joue un 6-2-6 aussi. Julien, bisous. Toi, tu joues encore négat, non? Ouais, moi, sur le papier, je suis encore -4, hein, donc je suis -6 cette année. Il est là, le gars. Mais cette année, j'ai eu des problèmes parce que j'ai mal au poignet depuis un moment, là, depuis cet été. Donc, j'ai joué. Je pense qu'à -4, je suis encore très, très dangereux, hein. Le traquenard énorme. Mais le truc, c'est que je joue plus en compétition, donc je joue juste en match par équipe. Donc, mais bon, c'est vrai que ça me démange. Et des fois, cette année, je me suis beaucoup entraîné parce que j'étais avec mon joueur. Je m'entraînais à Neuchâtel beaucoup avec lui et j'ai fait beaucoup de préparation avec lui en préparation physique. Et j'étais même plus entraîné physiquement que quand je jouais. Parce que quand je jouais, je faisais vraiment que du tennis. Vraiment, c'était mon travail, c'était beaucoup avec la raquette. Et là, je me suis amusé aussi à faire du travail sans la raquette. Donc, je pense Le que GR20, c'est pour ça que tu volais, quoi. oui, bien sûr. Non, mais je suis beaucoup plus entraîné physiquement qu'à l'époque, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que bon, si sur un match, je suis encore pas mal. Mais il faut que je récupère mon poignet. Là, j'attends encore un mois ou deux. Je pense que je vais être à même de pouvoir reprendre la compétition pour le mois de mai.
C'est beau. Premier tour, Alexandre Müller. Un mot sur ce match pour terminer? Bah oui, c'est un match où on va encore jouer quelqu'un qui parle français, mais bon, lui, il est français, donc c'est un peu normal. Et c'est un match particulier pour Hugo, puisqu'ils se connaissent bien. Ils se sont entraînés pendant pas mal d'années ensemble. Donc ils se connaissent bien. Donc ça va être un match particulier. Alex, il est favori. Hein, sur le papier, il est mieux placé. Et puis, il fait des bons résultats. Il a bien démarré l'année, notamment cette semaine où il a fait quart à Auckland. Donc, je pense qu'il va arriver en pleine forme. Et on a une certitude, c'est qu'un Français va gagner. Et pour le reste, un Français blond va gagner. Un Français blond aux yeux bleus va gagner. Ça commence à faire beaucoup de certitudes. Hein. Il y aura de l'ambiance, il va être prêt. Et merci d'avoir pris du temps sur ton day off, c'est très cool. De rien, à bientôt. Ciao Steph, allez viens là, fais-moi un vrai check. Yes. Ciao man. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.